Bonjour à toutes et à tous. Je suis donc Denis Gély de l'ONERA et membre de la 3AF. Et donc, c'est à ce titre que je suis heureux de vous accueillir dans cette nouvelle matinale. Alors, le format de cette matinale, en 1 ou 2 minutes, je vais vous présenter. C'est pas une conférence, hein, c'est une visio. C'est un débat qui est organisé avec trois experts d'un sujet d'actualité et en lien avec les sujets d'avenir. Donc, c'est une formule qui est interactive, un d'échange, euh, qui a connu un succès, on va dire, on peut le reconnaître dès la première édition en fin 2021. Et donc, c'est pas une conférence, pas un workshop, c'est un lieu de rencontre, d'expertise, de discussion et d'échange de savoir ou de point de vue. Alors, elle est organisée en deux parties. Pendant la première partie, qui va durer une quarantaine de minutes, 40-45 minutes, il va y avoir un débat entre des experts du sujet, hein. Et ensuite, la deuxième partie, sur la même durée à peu près, 40-45 minutes, il y aura un échange avec les participants. On ouvrira le flanc aux questions ou aux remarques. Voilà. Alors, vous pouvez déjà, pour préparer cette deuxième partie, chers participants, participantes, poser des questions sur le chat. Et puis, de toute façon, vous pourrez prendre, on cherche l'interactivité, la parole directement euh, en fonction des mains levées, hein, par Zoom, et on vous donnera la parole dans cette deuxième partie. Alors, on est sur un format d'1 heure et demie, on terminera à 10 heures. Donc, il vaut peut-être mieux désactiver d'ores et déjà votre vidéo, sauf les experts, s'il vous plaît. Fermez votre micro, que vous pourrez ouvrir quand vous prendrez la parole, mais ne pas oublier de fermer. Voilà. Donc aujourd'hui, j'ai le sujet, et vous l'avez vu quand vous vous êtes inscrit, c'est un sujet vraiment d'actualité brûlante, hein, lié à la transition énergétique pour l'aviation. C'est les carburants d'aviation durable. Alors, on va centrer, si possible, le débat. On va parler des carburants, bien sûr, mais sous l'angle quelle filière, parce que pour leur développement en France, il faut les fabriquer et ça, c'est en grande quantité. Donc, on aura des aspects qui seront évoqués par un chercheur, hein, qui nous parlera probablement des différents types de carburants. Nous avons, j'espère, nous rejoindra Aurélie Bichot, qui est de l'ADEME, hein, l'Agence de la transition énergétique, hein. Et puis Bernard Shaw, qui est directement connecté, hein, au travers de sa société Global Bioénergie, sur les aspects de fabrication. Voilà. Donc, c'est un peu ça le cœur du sujet, c'est la fabrication des carburants d'aviation durable. Alors, nos trois experts sont Aurélie Bichot de l'ADEME, je l'ai dit. Elle est ingénieure produits biosourcés et biocarburants. J'espère qu'elle nous rejoindra au cours de la visio. Bernard Shaw, qui est directeur de la stratégie industrielle au sein de Global Bioénergie, et nous expliquera quelle est cette société et comment il fonctionne. Et Michael Sicard, un collègue de l'ONERA, qui est maître de recherche spécialisé dans ces aspects au département multiphysique pour l'énergétique. Alors, donc j'ai le plaisir de remercier ces trois experts. Je joins à ces remerciements Patrick Gilliéron, qui est membre de la 3AF et président du groupe Île-de-France de la 3AF. Et moi-même, j'ai le plaisir d'être le modérateur, non spécialiste, mais très intéressé et un peu averti du sujet. Mon domaine de compétence étant le bruit des avions et leurs nuisances. Voilà. Donc, pour démarrer cette matinale, on va commencer, comme je l'ai dit, sur un format d'échange entre les experts. En introduction, je dirais que très récemment, hein, c'est en 2022, l'OACI, qui est l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale, a adopté l'objectif de neutralité carbone pour 2050. Hein, ça, on lit ça partout dans la presse. C'est ce qu'ils appellent le LTAG, hein, LTAG, le Long Term Aspirational Goal. C'est un objectif ambitieux à long terme de neutralité carbone. Euh, je,
Alors, j'autorise l'enregistrement. Voilà. Euh, J'avais prévu de poser à Aurélie, je ne sais pas si elle est en ligne, en premier lieu, puisqu'elle représente une agence avec délégation de service public, on va dire peut-être, d'exposer rapidement comment ces objectifs Recording in progress. euh, je- comment ces objectifs sont déclinés au niveau européen et français. Alors, je ne sais pas si Michael ou Bernard peuvent répondre à cette question ou introduire le débat en commençant peut-être par ces aspects objectifs. Alors, on peut, bonjour à tous, on peut le faire effectivement au niveau de l'Europe, où on a vu que très récemment, on a eu il est en train de se mettre en place des mandats d'incorporation, en tout cas des sollicitations d'incorporation, qui vont aller de plus en plus crescendo jusqu'en 2050, où l'idée est d'avoir à ce moment-là 70% de carburants alternatifs qui seraient incorporés dans du kérosène jet 1 classique d'origine fossile. Et sur ces 70% d'origine alternative, il y aurait 35% de ce qu'on appelle aujourd'hui les e-fuels, les power to liquid, qui seraient aussi présents dans ces mandats d'incorporation. Alors que, comme tu l'as dit tout à l'heure, Denis aussi, il y a le IATA qui s'est fixé aussi des objectifs ambitieux, puisqu'aujourd'hui, pour 2050, ils aimeraient, parce que c'est toujours des vœux pieux, on en est là, avoir 65% des besoins en carburant, donc ça représenterait 450 milliards de litres, donc c'est quand même des volumes très conséquents, 65% des besoins en carburant qui seraient couverts par ces carburants alternatifs. Donc oui, on est clairement sur des objectifs ambitieux. On est aujourd'hui très loin d'obtenir ces objectifs, dans la mesure où les capacités de production, sauf si Bernard commence à produire des volumes dantesques, très loin de ces capacités, et ça va normalement se faire progressivement. Mais il y a un certain nombre de difficultés d'investissement financière qui risquent d'être présents, et disponibilité aussi de la ressource. Voilà Très bien. ce qu'on peut dire là-dessus. Merci pour le rappel de ces objectifs, Michael. Alors, peut-être tu pourrais enchaîner et puis on va passer la parole après à Bernard sur les aspects fabrication et bien d'autres aspects, bien sûr. Nous rappeler peut-être brièvement au niveau, quels sont les différents types de ce qu'on appelle les carburants d'aviation durable ou les SAF en anglais, hein. Voilà, très brièvement, les différents types, en se concentrant peut-être ceux qu'on a déjà et qui sont issus de la recherche, hein, donc l'ONERA y a participé, et qui sont pressentis comme être avionnables rapidement. Ah, ok. Alors, on va tout de suite mettre un peu de terminologie en place, si tu veux bien. On va se méfier du terme SAF, qui veut tout dire tout et n'importe quoi. C'est-à-dire que SAF, c'est ou Synthetic Alternative Fuel ou Sustainable Alternative Fuel. Donc, il faut déjà se méfier au niveau de ce terme-là et savoir ce qu'on dit exactement derrière. Alors, pour ce matin, on va partir du principe que ce sont plutôt les carburants renouvelables et on va essayer de se centrer là-dessus. Alors, au niveau des filières que tu as aujourd'hui ou qui existent aujourd'hui, qui sont autorisées d'emploi, on en a 7 qui ont des procédés qui sont très différents les uns des autres et qui vont donner aussi des molécules qui vont être très différentes les unes des autres. Donc, on a la filière Fischer-Tropsch, qui est issue de la filière allemande, en tout cas des années 1920, qui est capable, à partir d'une source de carbonée, de repartir et de fabriquer des hydrocarbures. Il y a la filière EFA, qui est issue des huiles, qui va permettre, après traitement chimique, d'obtenir des molécules qui sont équivalentes au Fischer-Tropsch, c'est-à-dire des alcanes linéaires et ramifiés. Il y a en source aussi qui peut être intéressante, il y a la filière ATJ dont nous parlera plus particulièrement Bernard, puisqu'il est impacté par celle-ci. On part de molécules de type isobutanol ou éthanol, et à partir de ces molécules qui ont 4 ou 2 atomes de carbone, on va être capable de reconstituer des hydrocarbures, tout en sachant que la distribution n'est pas la même que celle sur un Fischer-Tropsch ou un EFA. Ensuite, alors ça fait un peu liste à l'après-vert, je suis désolé, mais vous avez aussi les Fischer-Tropsch avec des aromatiques, puisqu'un kérosène, c'est des alcanes, des cycloalcanes et des aromatiques. Il y a une filière qui est capable d'utiliser le Fischer-Tropsch et de rajouter des aromatiques. On pourra parler, si vous voulez, plus tard de l'impact de ces molécules. Et il y a il y a 3 autres filières qui sont un petit peu plus compliquées. On va peut-être pas forcément rentrer dans les détails, dans la mesure où elles sont peut-être un peu plus loin d'une disponibilité importante. Non, on va attendre les questions pour aller plus Tout à loin fait.
Donc j'aimerais, Bernard, toi qui es directement connecté maintenant à la fabrication de ces carburants d'aviation durable, peut-être commencer par nous rappeler un peu l'historique de cette société, quel est le contexte de sa création et quelles sont voilà un petit peu les grandes méthodes de fabrication et quel type de carburant vous avez sélectionné pour passer à la fabrication que vous visez industrielle. Merci Denis. Au passage, je vais te préciser que Aurélie a rejoint la conversation, donc elle est présente, hein. Ouais, bonjour Aurélie. Bon, Bonjour. alors Euh, juste, j'avais prévu de te passer la parole en premier pour rappeler les objectifs déclinés depuis la EACI au niveau européen et français, et ça a été rappelé par un des deux autres experts. Donc tu interviens à tout moment dans la discussion avec Michael et Bernard maintenant. voilà, donc Bernard Chaud, moi j'ai une trentaine d'années d'expérience industrielle. Je suis ingénieur de formation. J'ai rejoint le secteur des biocarburants dans les années 2000, notamment en passant par l'éthanol. Et puis je suis dans la société Global Bioénergie depuis 2015. Donc Global Bioénergie, c'est une société, c'est une start-up qui développe un micro-organisme modifié qui consomme différents types de sucres, hein. Micro-cours sur les sucres. Des sucres, on peut avoir des sucres d'origine betterave, sucre ou canne à sucre. On peut avoir des sucres d'origine amidon. Il y a toutes sortes d'amidon, maïs, blé, pommes de terre, manioc. Et puis, il peut y avoir des sucres de bois, il peut y avoir des sucres de paille, il peut y avoir des sucres de papier. Tout ça, ce sont différents types de matières premières pour nourrir des micro-organismes qu'on va modifier pour fabriquer une molécule plateforme. Dans le cadre de Global Bioénergie, cette molécule plateforme est l'isobutène. Donc, je vous fais un micro-cours de chimie. L'isobutène, c'est 4 atomes de carbone qui sont entre eux sous une forme trépied. Ce sont des molécules relativement réactives, donc on peut marier entre elles par des petites polymérisations. Si on en marie 2, on fait un dimère. Si on marie 3, on fait un trimère. Si on marie 4, on fait un tétramère. Toutes ces molécules, du fait qu'elles sont branchées, vont avoir une ramification très forte. Et la ramification va apporter un certain nombre de caractéristiques intéressantes. Nous, Global Bioénergie, on vient d'obtenir une certification par l'ASTM pour l'utilisation dans les formulations de carburant aérien à hauteur de 50% d'un mélange des trimères et tétramères. Excuse-moi Bernard, l'ASTM, c'est, tu peux... L'ASTM, donc c'est l'organisme de certification qui est reconnu internationalement par l'ensemble du secteur aéronautique pour avoir des normes communes sur tout, tout ce qui peut être commun. Donc je pense qu'il n'y a pas que les carburants qui sont normalisés par l'ASTM dans le C'est secteur de français. l'aviation. C'est un organisme C'est international. C'est international. À international, l'origine, d'accord. c'était un organisme américain, parce que le A, c'est American Standard, D'accord. et depuis, c'est devenu un organisme privé et dit international. Ça s'appelle même ASTM International maintenant. Voilà. Et alors, peut-être que Michael pourra apporter Alors, tout à l'heure des peut-être éléments qu'avant que sur Michael... l'ASTM. En tous Oui, les cas, Oui, pardon. oui. c'est le passeport. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est le point de passage obligatoire si un fournisseur de carburant alternatif veut avoir le droit à la parole et veut rentrer dans le club de ceux qui ont le droit de parler, que ce soit avec les pouvoirs publics, avec le secteur aéronautique. Il dit bonjour monsieur, est-ce que vous êtes certifié STM? Ah non, ben alors allez voir la STM, vous allez se faire certifier et on pourra reparler après. Et c'est des processus qui sont relativement longs. Nous, on a commencé en 2017 et on vient d'arriver à la fin du processus maintenant. Donc, c'est des processus très longs qui nécessitent un travail de recherche important, des analyses nombreuses. Voilà. Donc, nous, le produit donc, qui est donc une isoparaffine branchée est autorisé, est certifié à plus de 50%. Il est classé dans la catégorie des ATJ, comme l'a dit Michael tout à l'heure. ATJ, c'est les alcool to jet. Bien que nous, on ne démarre pas d'un alcool, on démarre d'un sucre et on va directement faire l'isobutène. Mais comme il y avait un Américain qui, lui, partait d'un alcool, l'isobutanol, pour arriver à l'isobutène, et qu'ensuite,
cet Américain comme nous, on va faire une petite chimie sur l'isobutène, donc la primérisation, tétramérisation. Du coup, on a les mêmes molécules qu'eux et il a été jugé utile de nous mettre dans la même catégorie puisque c'était des produits de caractéristiques équivalentes. Alors, Merci Bernard. voilà. Si tu veux bien, je voudrais donner la parole à Aurélie Bichot. Bonjour Aurélie qui nous a rejoint. Tu nous entends? Il faut activer le micro peut-être. On t'entend pas. Je vois que tu parles. Euh, Tu peux faire un essai de micro? Visiblement, tu nous entends. Nous, on t'entend pas, hein. Enfin, moi, je t'entends pas. Je sais pas si Bernard, tu entends Aurélie? Non, on n'entend Non. pas, Aurélie. Non. Oui. Alors, je vois que tu as le casque sur la tête, que tu nous entends, mais malheureusement, on te voit, mais on t'entend pas. Bon, on va te laisser régler ce problème. Et puis, alors, on pourrait peut-être parler on reviendra vers Aurélie qui nous expliquera le rôle de l'ADEME hein, dans ces aspects-là. Peut-être, j'ai entendu parler de quantités faramineuses 450 milliards de litres. Enfin, on entend parler des millions de tonnes hein, de fabrication de carburant. Comment ça va s'étaler dans le temps et au jour d'aujourd'hui, ou disons à l'horizon 2030, puisque c'est un premier jalon, quelle quantité on serait capable de fabriquer en France? Est-ce que quelqu'un peut répondre à cette question? Alors aujourd'hui, au niveau mondial, pas en France, hein, j'ai pas forcément les chiffres pour la France, on serait aux environs de 8 millions de tonnes par an. Alors c'était pour 2020 et on espère 25 millions de tonnes en 2025. Alors pour obtenir, alors là c'est en plus c'est même pas forcément c'est pas forcément la filière ATJ. La seule filière aujourd'hui qui est capable de fournir des volumes conséquents, c'est la filière FA, c'est-à-dire la filière qui est issue d'huile ou de graisse animale euh, qui est capable de produire ces volumes-là. Maintenant, l'idée, effectivement, ce serait que l'ensemble des filières puissent monter en TRL et puis en industrialisation et soit capable de prendre aussi un petit peu sa part de production. Mais aujourd'hui, la filière celle qui nous permet vraiment d'avoir des volumes conséquents à la fois pour faire des essais sur des essais moteurs ou carrément faire des vols des vols, il n'y a que la filière FA qui est capable de produire des volumes intéressants. Alors, elle s'appuie sur un certain nombre de sociétés. En Europe, on a notamment Nestlé, qui est dans le nord de l'Europe, côté Hollande, sauf erreur de ma part. Hollande ou Finlande, je ne sais plus, excusez-moi, je ne sais plus. Et on a Total, qui commence lui aussi à produire des volumes conséquents. Maintenant, le problème de cette filière, c'est qu'elle est forcément limitée avec les ressources. Et de l'huile, qu'elle soit d'origine végétale ou graisse animale, forcément les volumes sont limités. Surtout que pour des histoires de bilan CO2, on préfère notamment des huiles recyclées, notamment les huiles de cuisson. Mais là aussi, sauf si demain on se met tous à manger des frites en quantité importante, les volumes là aussi sont restreints. Est-ce que vous m'entendez? Oui, Aurélie, Ah, c'est parfait. bienvenue. Voilà. Merci. Alors, tu nous Euh, présentes un peu l'ADEME et puis le rôle, comment vous oui, aiguillonnez tout je, ce sujet. je voudrais juste rebondir rapidement sur ce que vient de dire Mickaël. Effectivement, actuellement en France, la seule filière qui produit vraiment des biocarburants avancés, c'est la filière FA avec la MED, l'usine de la MED dans le sud de la France. Et les volumes qui sont produits, c'est, il me semble, autour de 150 000 tonnes de carburant d'aviation. Après, le Total, ils ont une autre usine qui va ouvrir, c'est la reconversion de Grand Grand Puy. Puy, Mm. qui devrait produire également à peu près les mêmes volumes, il me semble. Et effectivement, les autres usines qui ouvriront prochainement, enfin, on espère prochainement en France, devraient utiliser des ressources différentes, car comme l'a très bien dit Mickaël, on n'a pas, enfin, c'est pas extensible les huiles usagées, donc au bout d'un moment, on va en manquer. Euh, Euh,
Aurélie, tu as peut-être ce détail. Sur les 150 000 tonnes, je pense que tout ne part pas en aéronautique. Il doit y avoir une distribution entre le diesel et Oui, l'aérien. Je pense ouais. on récupère pas tout, en tout cas, pour nos activités. Effectivement, en fait, les procédés de production de biokérosène, ça produit une coupe de biocarburant et qui n'est pas entièrement du kérosène. Il y a kérosène, diesel et naphtha. Euh, donc, euh, donc, effectivement, je me rappelle plus si c'est 150 de. Je pense que c'est au total, effectivement, et donc un peu moins de kérosène globalement. Ok. Alors, tu peux nous introduire Oui. rapidement le rôle de l'ADEME, s'il te plaît, Aurélie? Alors, donc, l'ADEME, c'est l'Agence de la transition écologique. Moi, j'y travaille depuis 2 ans à la DBER, la direction bioéconomie et énergie renouvelable. Donc, on essaye de financer ou d'aider des entreprises dans leur transition écologique par rapport aux énergies renouvelables. Et moi, je travaille plus particulièrement sur les produits biosourcés et les biocarburants. Donc, on regarde toutes les problématiques qui peuvent concerner l'approvisionnement biomasse. Et c'est un cas, enfin, c'est un sujet d'importance pour les biocarburants, car même avec toute la meilleure volonté du monde ou avec des procédés très optimisés, si on n'a pas de biomasse, on ne pourra pas en produire. Donc on essaie de faire très attention aux biomasses qui pourraient être mobilisées pour cette production de biocarburants, en favorisant toujours en premier l'usage alimentaire, évidemment, et après enfin, des usages à plus longue durée de vie, comme les matériaux, l'ameublement et parfois même l'énergie, par exemple la combustion directe pour la plaquette forestière. Alors après, l'ADEME, l'année dernière, on a ouvert un appel à projet qui s'appelait Production d'une filière française de carburant aéronautique durable. C'était un appel à projet qui visait à soutenir des projets enfin, des études d'ingénierie ou des démonstrateurs de production de biocarburants. Cet appel à projet nous a permis de financer 4 projets d'études et un projet démonstrateur. Donc, c'est des projets qui sont en cours et qui vont permettre potentiellement enfin, qui vont permettre d'avoir des données sur la possible industrialisation de carburants aéronautiques en France. Voilà. Très bien. Alors, dans le paysage Ah, et pardon, j'ai oublié, effectivement, pour rejoindre Bernard, la STM, c'est très important parce que, effectivement, c'est ce qu'on demande aux porteurs de projets, que leur carburant soit certifié ASTM pour qu'on puisse financer le projet. Parce que c'est vraiment indispensable pour que le carburant puisse être utilisé dans les avions qui sont fabriqués aujourd'hui. Si vous n'êtes pas certifié ASTM, enfin, aucune compagnie ne voudra acheter ce carburant. Alors, j'ai compris que Global Bioénergie venait récemment d'être certifié, c'est ça, Bernard? Tout à fait. Donc, la dernière procédure le dernier vote dans la procédure a été clos le samedi précédent l'ouverture du Salon du Bourget, enfin le vendredi soir heure américaine, donc ça fait samedi matin heure française. Et donc voilà, donc tous les accords ont été obtenus. Maintenant, il y a la machine administrative ASTM qui va travailler pour faire en sorte on soit présent dans les enregistrements. Mais effectivement, on a passé tous les examens, tous les votes du processus ASTM, tout à fait. Très bien. Alors, dans le paysage des essentiels, là, bon, on connaît bien sûr les poids lourds, Total Energy, BP et autres, et on voit émerger avec des startups, des PME qui se mettent sur la fabrication. Est-ce qu'on a une idée du nombre de sociétés qui se mettent dans la démarche d'industrialiser tel ou tel CAD? On a une idée du nombre, en France, hein, j'entends, de sociétés. Donc, j'ai entendu que l'ADEME avait financé quatre projets. C'est quoi? C'est la dizaine? C'est la centaine? J'irai pas si loin. Je pense qu'on peut les compter sur les doigts de la main, hein. Même D'accord. les doigts Ok. d'une main. Les projets qu'on a financés, il y a aussi des gros dedans. C'est pas que des petits qui montent parce que les technologies
qui veulent être développés, donc les biocarburants à partir de bois, par exemple, par gazéification, c'est des technologies qui sont pas encore matures. Et donc, même des gros industriels ont besoin disent qu'ils ont besoin d'être assurés pour investir là-dedans. Donc on finance quand même des grosses entreprises pour leurs études d'ingénierie. D'accord. En fait, globalement, à part Global Bioénergie, je suis pas certaine qu'il y ait beaucoup d'autres startups qui s'intéressent vraiment à la Ah, production d'accord. de biocarburants, ou en tout cas, on n'est pas au courant. OK. Au niveau fabrication, Bernard, bon, sur la planche là qui est à l'écran, on voit un réservoir, on voit quelqu'un qui œuvre dans un cadre industriel. Comment ça se présente? Euh, quel est le nombre de personnes qu'il faut? Quelle surface de bâtiment faut avoir en rapport avec tel volume à fabriquer? Oh là là, j'ai pas la réponse à la question. C'est des usines comme des usines chimiques, hein, ou comme des usines de produits Raffinage. pétroliers, avec peut-être le fait que ça va être des usines peut-être plus réparties sur le territoire. Peut-être on pourra peut-être moins massifier. Avec le pétrole, c'est un peu facile de massifier, hein. Vous avez des gros volumes qui arrivent, vous faites des grosses usines. Là, il est assez probable que ça soit un petit peu plus réparti sur les territoires d'une façon générale. Mais voilà, ça va rester de type chimie ou pétrochimie, hein. D'accord. C'est vrai que au niveau de la répartition, on peut envisager, est-ce que ça est déjà débattu, je ne sais pas à quel niveau, de mettre des unités de fabrication de ces carburants proches des aéroports, par exemple, voire dans l'enceinte de l'aéroport? C'est envisageable? C'est en discussion, ça? On en Euh, Moi, je sais pas, peut-être qu'Aurélie entend parler des projets, mais moi, je n'entends pas trop parler. C'est des grosses usines, hein. Ça peut, enfin, je vois pas tellement mettre ça dans l'enceinte d'un aéroport. Effectivement, pas forcément dans un aéroport, mais c'est vrai que la question de la logistique se pose toujours quand on commence à parler de biocarburants, parce qu'une fois qu'ils sont produits, si c'est au milieu de nulle part, après, ça peut être compliqué de les emmener là où on en a besoin. Donc, c'est vrai que les produire dans une zone industrielle qui existe déjà, ça permet déjà de réduire les nuisances au niveau de l'empreinte au sol, par exemple. Et puis, par exemple, au Havre, on peut avoir accès aux pipes qui relient à Paris. Donc, c'est facile pour ensuite incorporer ces biocarburants aux carburants classiques qui sont utilisés à Charles de Gaulle. Oui, ce que pointe Aurélie, c'est que les bons lieux pour installer, ça peut être de la reconversion de raffinerie quand on ferme des raffineries, comme en France, par exemple, hein. Mm. Oui, c'est un site industriel, il y a des pipes, oui, voilà. Et au niveau de l'acceptabilité sociale aussi, c'est plus facile de s'implanter sur un lieu qui est déjà industriel que de recréer un lieu industriel, un endroit qui est dire, naturel. Et en plus, il peut y avoir des partages, par exemple, si on produit du CO2, ça peut être utilisé par une autre entreprise voisine. Donc, partage de produits, c'est plus évident, quoi. Pour compléter ce que viennent de dire Aurélie et Bernard, il y a une des grosses problématiques, c'est la ressource, c'est la forme de la ressource. Le pétrole, comme l'a dit Bernard, c'est quelque chose qui est facile à déplacer avec une masse volumique qui est relativement importante. Par contre, si vous passez sur des déchets, vous allez avoir des produits, vous allez avoir des volumes qui vont être très importants, mais avec des masses volumiques très faibles. Donc, ce qui fait qu'il va falloir arriver à déplacer toute cette matière, qui n'est pas utilisable à 100%, hein, parce que c'est plein d'eau, c'est plein de produits qu'on va pas pouvoir utiliser, vers le centre de production. Donc, tout de suite derrière va se poser des problèmes de logistique et de camions. Et si vous voulez que votre bilan CO2 soit positif, il va falloir que vous limitiez au maximum tous ces déplacements et toutes ces arrivées de ressources. Donc c'est pour ça que l'idée est vraiment poussée d'avoir des centres de production qui sont au plus près possible de la ressource
pour limiter justement tous ces déplacements de camions, tous ces aspects logistiques. En fait, c'est toujours essayer de trouver le bon compromis entre proche de la ressource ou proche du lieu d'utilisation. Euh, et on a des porteurs de projets qui ont même éventuellement dit qu'il serait possible de traiter la ressource, des petits volumes de ressources à plusieurs endroits en France, et puis après, une fois que la ressource est sèche, la rapatrier sur l'usine de production de biocarburants qui permet de transporter un volume qui a une densité énergétique plus importante. Bernard, tu nous as parlé de ton procédé, l'APJ, hein, alcool to jet. Jet, on peut comprendre que c'est uniquement dédié à l'aéronautique? Euh, la certification ATJ, elle est dédiée à l'aéronautique. D'accord. Voilà. Nos molécules ont des applications variées, diverses, qui rentrent dans différents champs d'application que l'aéronautique. Est-ce que c'était ça la question? Oui, c'est ça. Oui, oui. Euh, si on parlait un peu du prix, alors moi j'ai entendu, on entend bien sûr beaucoup de choses dans les médias, ou voire la presse spécialisée. Euh, j'ai retenu un chiffre, hein, merci de le commenter. Actuellement, hein, bien sûr, les prix vont baisser. On serait à un coût de fabrication 5 fois supérieur à celui du kérosène. L'ordre de grandeur est bon. Et si oui, comment va-t-on faire et à quelle échéance pour baisser le prix? Alors, l'ordre de grandeur est bon, hein. Alors, il est très très variable. Tout dépend des filières et de leur degré de maturité. Les EFA, on est à peu près effectivement 4 à 5 fois au-dessus. Par contre, sur les PTL, on est plutôt entre 10 et 20 fois au-dessus. Donc, il y a vraiment des facteurs d'échelle à récupérer et peut-être une réduction des prix. Maintenant, est-ce qu'on arrivera à redescendre le prix d'un EFA au prix d'un Jet A1? Je ne suis, enfin, Jet A1 fossile, je ne suis pas sûr. Mais là, peut-être plus Aurélie qui pourra répondre. Moi, je dirais que la façon la plus probable, c'est que le prix du pétrole augmente. Oui, Oui, mais C'est-à-dire ta que, ressource aussi, elle va suivre la même évolution. Puisqu'on pas, pas, s'aperçoit que pas forcément l'huile et le totalement, pas pétrole forcément. ont la même évolution. Quand tu regardes l'évolution des coûts de ces matières premières, elles sont toutes les deux complètement reliées. je pense que ça va jouer sur les deux facteurs, ressources ressources biomasse et pétrole. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'effectivement, là, les tarifs sont, enfin, oui, le coût de production est beaucoup plus élevé pour les biocarburants. Et alors là, on parle même pas d'électrocarburants où c'est complètement démentiel. Euh, On peut et préciser ce que c'est qu'un électrocarburant, s'il vous plaît? alors, un électrocarburant, c'est quand on utilise du CO2 et de l'hydrogène pour entrer dans la réaction de Fischer-Tropsch, au lieu d'avoir ce CO2 et l'hydrogène qui proviennent de la biomasse, euh, comme dans la filière PTL. Là, le CO2, on le récupère quelque part. Ça peut être du CO2 biogénique de méthanisation, par exemple, ou du CO2 industriel. Et l'hydrogène serait produit par électrolyse. Donc, on a besoin de quantités d'électricité qui sont très élevées, très importantes, d'où le coût très élevé on appelle ça des électrocarburants. Euh, et donc, je ne sais plus ce que je disais. Donc, oui, les coûts sont très importants pour les électrocarburants et pour les biocarburants. Et c'est pour ça enfin, que les industriels demandent des aides à l'État pour essayer de dérisquer leur investissement initial en supposant que après de premières usines, les coûts seraient réduits. Enfin, seraient ouais, réduits, mais je ne suis pas certaine enfin, c'est sûr, on n'atteindra pas le coût du pétrole et c'est normal. Enfin, le pétrole, c'est une molécule, on s'en sert depuis des dizaines d'années. On a des procédés qui sont totalement optimisés. Là, on part sur des nouveaux procédés avec des molécules qui ont des contenus énergétiques qui sont moins importants. Donc forcément, enfin, on compare les deux, mais c'est normal qu'on n'ait pas les mêmes, enfin, les mêmes qualités.
Donc, du coup, en fait, il faut pas le voir comme quelque chose qui est censé remplacer le pétrole, parce que de toute façon, on n'aura jamais assez de biomasse pour remplacer tout le pétrole pour l'aérien. C'est plutôt un moyen enfin en tout cas à l'ADEME, on le voit comme ça, un moyen d'essayer d'avoir une enfin, essayer j'aime pas ce terme de verdir ou décarboner, mais essayer d'agir un peu sur le transport aérien et de montrer que on est capable de faire quelque chose pour ce secteur. Et il y avait une question là dans le chat qui disait sur la logistique. Je la vois plus d'un coup. Oui, J'ai c'était entendu. mélange, effectivement, enfin, pour différentes raisons, les certifications portent sur des mélanges à 50% maximum de carburant alternatif et au minimum 50% de carburant fossile. En fait, les biocarburants, généralement, quand ils sont produits, il y a beaucoup moins d'aromatiques que dans le kérosène fossile. Oui. Et donc, ça pourrait poser problème si on a uniquement des biocarburants dans le moteur de l'avion. Je pense que c'est pour ça que Oui, c'est ça, c'est ça ASTM, l'origine. c'est par sécurité, en fait. On peut préciser aromatique, là, ce que ça veut dire au niveau molécule? Les hydrocarbures, c'est des chaînes carbonées linéaires, en quelque sorte. Enfin, oui. Et donc, les hydrocarbures, ça fait des cycles aromatiques ronds, quoi. Donc, c'est des molécules différentes qui jouent des rôles différents dans le biocarburant, enfin, dans le carburant. Et bon, je suis pas experte en combustion dans les avions, mais j'imagine que le taux d'aromatique est important pour garantir la stabilité de l'avion. En fait, Alors, le taux d'aromatique est important dans les raffineries parce qu'ils en ont sur les bras et puis aussi ça contribue à donner de la résistance au froid, au carburant. Mais du coup, il y a un impact, je pense que Michael pourra bien l'expliquer, il y a un impact de ces aromatiques. Et comme il y a des aromatiques, ben, les avions se sont adaptés. Je pense que Michael pourrait expliquer ça mieux que moi. hein, Ce qui serait intéressant, c'est déjà s'il vous plaît, le nom d'aromatique est toujours un peu surprenant à chaque fois que j'écoute un tel exposé. Si on pouvait expliquer pourquoi C'est une molécule, cette dénomination. c'est une molécule cyclique. alors, pour revenir là-dessus, dans le pétrole, quand vous regardez une composition chimique du pétrole, vous avez trois grandes familles d'hydrocarbures. Vous avez les alcanes, donc ce sont des molécules saturées avec une chaîne linéaire qui peut être sous la forme d'une ligne ou ramifiée avec des petits bras. Ça, ce sont des hydrocarbures qui sont saturés, c'est-à-dire que vous n'avez pas de double liaison libre. Vous avez après les cycloalcanes, qui sont des espèces cycliques, comme le nom le porte, avec un cycle en 6 atomes de carbone. Et là-dedans, vous allez retrouver des molécules qui, là aussi, sont saturées. Les aromatiques, on les connaît souvent sous le nom de benzène, benzène, toluène. Ce sont peut-être des choses qui vous parlent plus, sauf que dans le kérosène, ce sont des molécules qui sont un peu plus lourdes. Et là, ce sont des molécules qui ne sont pas saturées avec des doubles liaisons. Et le noyau benzénique est très stable et il faut donner pas mal d'énergie pour arriver à le casser. Donc, toutes ces molécules sont présentes naturellement dans un kérosène. Comme un kérosène est issu d'une distillation du pétrole, entre 150 et 250 degrés au niveau de la distillation, toutes ces molécules se retrouvent dans un kérosène. Après, bien évidemment, il a fallu faire avec. Les aromatiques ont souvent mauvaise presse, puisqu'on dit que comme ce sont des espèces qui sont très stables, il faut donner pas mal d'énergie pour arriver à les casser, et en plus, elles seraient à l'origine des suies qu'on retrouve derrière le moteur, parce que la combustion n'est pas complète. Il n'empêche que ces aromatiques ont quand même quelques avantages, notamment une masse volumique importante, ce qui permet d'augmenter la quantité d'énergie disponible dans le réservoir, et elles ont aussi un impact sur le gonflement des joints, ce qui peut permettre sur des avions relativement anciens d'assurer une étanchéité. Alors, le kérosène, il faut bien voir que c'est issu d'un compromis. Au cours des 70 ans depuis lequel on a l'habitude, on travaille avec lui, on a
profiter et de ses avantages et de ses inconvénients pour optimiser l'avion. Et si vous commencez à changer la composition chimique du carburant, il faut bien évidemment s'assurer que le fait de retirer les aromatiques, vous ne modifiez pas le comportement de l'avion, le comportement du carburant à l'intérieur de l'avion. Donc oui, il a mauvaise presse, mais c'est pas forcément l'aussi mauvais élève qu'on veut bien le laisser paraître. J'espère avoir répondu à votre question. Oui, alors peut-être, puisqu'on vient de parler des moteurs, là, j'ai compris que bon, les tests en vol étaient faits avec une proportion assez limitée pour l'instant d'introduction de nouveaux carburants, hein, 5, 10%, enfin je sais pas, vous allez 50%. préciser. Pardon? 50%. Jusqu'à 50%. Et Oui. ça a pu être fait sans modification du moteur, ou il y a eu des choses à ajuster au niveau des injecteurs, enfin, je sais pas, une partie au niveau de la Non, il combustion. y a pas eu de modification. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui les carburants drop-in. C'est-à-dire que si le taux de 50% a été fixé, c'est que la STM et puis la communauté aéronautique estiment que le fait d'incorporer 50% d'EFA ou d'ATJ ou de Fischer-Tropsch ne modifie pas le comportement du carburant et donc on peut les utiliser directement dans l'avion. Aujourd'hui, on est sur une autre étape, c'est-à-dire qu'on voudrait aller sur des carburants alternatifs à 100%, à des taux de 100%. Et là se posent d'autres soucis. Et là, ça fait partie de l'objet des recherches qui se font au niveau européen et au niveau américain, et des activités qui se font aussi au niveau de la STM pour pousser les mandats d'incorporation jusqu'à 100%. Mais là, par Alors, contre, on sort du côté drop-in. donc c'est dans le but d'arriver à l'objectif 2050 net zéro, c'est ça? Oui, oui, puisque tu es censé avoir 70% d'incorporation. Donc on passe au-dessus des 50% aujourd'hui autorisés. D'accord. Et là, je comprends, d'après ta réponse, c'est que il y a des choses à faire évoluer. Alors, c'est au niveau carburant ou c'est au niveau moteur? Alors, je pense que tu auras les deux. Et puis comme tout n'est pas vraiment forcément facile, aujourd'hui on a des filières, il y a deux types de filières qu'on peut utiliser en 100%. Soit certaines filières qui ont une composition chimique proche d'un kérosène. Ça existe, il y en a deux, les Fischer-Tropsch avec aromatique ou une autre filière dont j'ai pas parlé tout à l'heure, qui est capable de refaire un biokérosène à partir d'un biopétrole. Donc là, ces deux filières, on pourrait déjà envisager de les utiliser à 100% dans la mesure où leur composition chimique est suffisamment proche d'un kérosène. Une autre série de filières, les ATJ, les EFA et ainsi de suite, qui ont une composition chimique qui est beaucoup plus éloignée du kérosène, elles ne pourraient pas être utilisées directement. Et là, ça pourrait impliquer une modification de l'avion. Quelle va être cette modification? C'est tout l'enjeu des activités qu'on mène aujourd'hui. Ça va? Merci. Si, je sais pas, un des experts veut encore apporter un point de précision avant qu'on ouvre euh, le débat aux participants qui sont en ligne. Je crois qu'on a balayé un peu tous les aspects. Alors, je vois oui, il est 9h15, il nous reste une quarantaine de minutes. Donc, je vois qu'il y a une question sur le chat de Yves. Yves, je te laisse le soin de la reformuler de vive voix en activant ton micro. Le transport aérien a besoin de 6 millions de tonnes par an en France. Le projet de réglementation européenne fixe comme objectif de mettre 6% de carburant aéronautique durable pour tous les vols au départ de l'Europe avant 2030. Est-ce que cet objectif est réaliste? On avait fait le calcul à l'ADEME pour la France euh, et on avait vu que si l'usine de Grand Puy ouvre, que la MED fonctionne toujours comme elle le fait actuellement et que les 4 projets qu'on a financés s'industrialisent pour 2030, dans ce cas-là, on atteint l'objectif pour 2030. En fait, la question, je ne sais pas si vous êtes d'accord, Mickaël et Bernard, mais nous, ce qu'on pense, c'est que le problème, ça va être au-delà de 2030, parce que là, ce qu'on voit, c'est que déjà pour 2030, la mobilisation de la biomasse nécessaire, ça risque de poser un petit peu problème. Donc, au-delà, ça va être des volumes encore plus importants.
de biomasse qui devront être mobilisées. Et donc, ce sera encore plus compliqué. On a des objectifs pour 2035, 2040. Donc après, il faut que tous les 5 ans, les usines de production suivent et ça risque d'être compliqué. Au niveau Europe, je sais pas trop si dans les autres pays européens, enfin, je sais pas où ils en sont dans les autres pays européens. Mais au niveau de la France, potentiellement, ce sera bon pour 2030 si les usines sortent comme elles le disent pour 2028-2029. Une façon un peu indirecte, malheureusement, parce que j'ai pas les vrais chiffres, mais je peux compléter ce qu'a dit Aurélie. Une façon c'est de se comparer par rapport à ce qui a été fait sur le routier. Le routier les carburants routiers qui, à mon avis, me semble-t-il, au moins en France, c'est le cas, on consomme plus de carburant routier que de carburant aérien en masse. La France fait de l'ordre de 7% de carburant routier d'origine biocarburant. Par contre, c'est un des pays qui fait le plus en Europe. Peu de pays européens arrivent à ce 6 ou 7%. Et donc voilà, 6%, c'est jouable, peut-être dans des pays comme la France, peut-être pas dans tous les pays, mais effectivement, on n'a pas fait beaucoup plus au niveau routier, pour un certain nombre de raisons, notamment Après, de disponibilité. au niveau routier, c'est aussi parce que la Commission européenne a interdit, a plafonné le taux d'incorporation pour les carburants de première génération conventionnelle euh, à 7%, et donc on ne peut pas monter au-dessus. Parce que la France pourrait avoir la capacité de produire plus de carburant conventionnel pour le routier. C'est ce que demande d'ailleurs la filière betterave notamment. Mais c'est plafonné au niveau de l'Europe. Donc maintenant, le seul moyen qu'on a pour augmenter le taux d'incorporation de biocarburants dans le routier, c'est de passer au biocarburant avancé. Et on rejoint un peu les problématiques des biokérosènes, c'est que les filières sont pas encore matures enfin, sont pas mises en place, quoi. Je- je- J'en profite peut-être pour apporter un petit complément sur ce qui a été évoqué tout à l'heure sur les, les e-fuels, enfin, qu'Aurélie appelle les électrocarburants, je crois, c'est ça, ou Oui. voilà, donc en anglais, on a tendance à dire e-fuel. Donc, je ne sais pas si vous avez repéré, mais e-fuel, c'est la notion qui a fait que la Commission européenne est revenue sur l'interdiction du moteur thermique au sens routier du terme, l'interdiction du moteur thermique à horizon 2030 ou 2035. Ah bah oui, si on a des e-fuels, bah ok, on pourra rouler avec des moteurs thermiques. Donc c'est ça, les e-fuels, les électrocarburants, c'est ça. Hein, c'est utiliser de l'électricité pour produire de l'hydrogène, utiliser de l'électricité pour récupérer du CO2, utiliser de l'électricité pour marier l'hydrogène avec le CO2 pour faire des hydrocarbures. Voilà. Je ne vais pas rentrer dans un débat par rapport à la Commission européenne, mais pour nous, ça nous semble pas très logique de revenir sur cette interdiction de véhicules thermiques en 2035 pour les électrocarburants, e-carburants, e-fuel, et pas pour les biocarburants. Mais Oui, bon. oui, bien sûr. Oui. Ouais, D'accord. voilà, ils ont défrayé la chronique à cette occasion, les Oui. e-fuels, et c'est à cette occasion-là on en a parlé dans les journaux. On s'en souvient. Je voudrais passer la parole à Philippe, donc il n'y a pas le nom, c'est un C majuscule, qui sur le chat posait une question concernant la logistique et le mélange du SAF avec le kérosène. Voilà, Philippe, si tu veux reformuler ta question en activant Ça y ton... est, vous m'entendez, voilà. Oui, on t'entend, oui. Donc oui, en fait, j'ai écouté un podcast l'autre jour qui parlait justement des problèmes de logistique par rapport à ce que vous évoquiez sur l'implantation de l'usine. Et il m'a semblé comprendre, alors je suis pas expert, donc voilà, j'écoute assidûment toutes les explications que vous donnez, que je trouve fascinantes. Mais donc ce que j'ai compris, et c'était une directrice d'aéroport qui disait ça en Finlande, justement, elle disait il semblait apparemment préférable que ce mélange du drop-in fuel avec le kérosène soit réalisé en amont, en fait, et que ça pouvait poser problème. C'était pas un drop-in, parce que moi, dans ma tête, c'était drop-in. On amène le camion et on verse le SAF dans les cuves de kérosène qui sont à l'aéroport.
Et elle avait l'air de dire qu'en fait, c'était pas, ça pouvait poser problème. Donc, par rapport à la logistique, la question de où est-ce qu'il faudrait implanter l'usine, est-ce qu'il y a aussi à un moment donné un besoin de faire ce mélange et d'amener la matière mélangée, homogène, directement dans les cuves de l'aéroport? C'était ça ma question, en fait. Alors là, je peux vous répondre clairement. Aujourd'hui, les directives, il y a l'EI 1533 qui gère justement tout ce qui est aspect logistique, interdit que le mélange du carburant alternatif soit réalisé au niveau de l'aéroport. Pour des questions évidentes de sécurité et de problématiques de gestion de ces produits, le mélange doit être réalisé en amont par le producteur de carburant qui doit gérer sa logistique bien avant l'aéroport. D'accord. Donc, ça veut dire que le producteur de carburant doit s'alimenter en SAF pour réaliser un mélange et derrière apporter le mélange à l'aéroport. Exactement. Et avant de le livrer à l'aéroport, il est censé à nouveau recertifier son carburant, c'est-à-dire avoir un certificat d'analyse qui permet de s'assurer que les propriétés physico-chimiques du carburant mélangé répondent bien aux attentes de certaines normes, la 75-66 ou la 1655. D'accord, très bien. Bon, c'est très clair. Merci beaucoup. OK. Alors, je vais passer la parole à Jacques Ancel, qui sur le chat, alors on a abordé la question des aromatiques, mais il y a une question un peu précise là. Jacques, si tu veux bien activer ton micro et préciser ta question. Précisons que Jacques est un ancien de l'ONERA et qu'il a été dans notre labo d'analyse physico-chimique. Il en était le responsable. Jacques, il faut activer ton micro. Je ne sais pas si tu es toujours en ligne. Oui, bonjour à tous. Bonjour Michael et Fred. Bonjour Jacques. Oui, j'ai eu un petit peu de mal avec ces hubs à remettre ma souris. Bon, bref. Oui, donc la question c'était que les aromatiques effectivement sont pas très bons, ça peut donner des suies, ça n'a pas un pouvoir calorifique aussi élevé évidemment qu'un hydrocarbure linéaire ou ramifié. Est-ce que finalement, on ne peut pas les remplacer par des cycloalcanes, alors des bicycloalcanes ou des tricycloalcanes qui auraient un meilleur pouvoir calorifique et en même temps n'auraient peut-être pas la mauvaise idée de produire des suies sur des avions. Donc, je ne sais pas. C'est une question. Alors oui, c'est quelque chose d'important et c'est quelque chose sur lequel on travaille, puisqu'aujourd'hui, par exemple, une des problématiques, c'est la compatibilité avec les matériaux, et ça fait partie des sujets qui nous intéressent fortement au laboratoire, et on a des études justement de compatibilité entre les cycloalcanes et les joints pour voir comment est-ce qu'ils se comportent. Donc oui, ça fait partie des pistes de recherche aujourd'hui, et ça fait partie des éléments sur lesquels on porte un intérêt tout particulier. Alors, une dernière petite question plutôt en termes de remarques. J'avais été dans l'occasion d'une conférence, enfin, comment ça s'appelle, pas l'école de chimie, mais à la Maison de la chimie à Paris, justement sur la disponibilité des biosources, disons de la biomasse, mais également non pas pour les carburants, mais pour toute la chimie qui devra se passer justement de pétrole. Donc là aussi, il va y avoir de gros soucis finalement de concurrence avec des utilisations extrêmement variées, notamment on imagine tous les produits, les polymères, les produits divers et variés qu'on utilise actuellement qui sont issus de la transformation de produits du pétrole, mais il faudra faire avec évidemment les produits biosourcés. Et là, ça va poser une sérieuse question de la disponibilité de cette biomasse. Est-ce que justement il en est tenu compte pour définir des projets dans le cadre en particulier justement de l'aéronautique? Je sais pas, peut-être que Aurélie a un élément de réponse. Enfin, moi, je peux en donner un premier. Là, ce qu'on cherche à faire, c'est des carburants. Jusqu'à présent, on déstocke des matières existantes du sol, et là, on voudrait passer à une logique de flux. Et les flux, donc, avoir des produits qui sont fabriqués tous les ans en utilisant l'énergie solaire d'un côté, en utilisant l'énergie solaire et le CO2. Hein, c'est ça l'idée. Donc, soit on a recours aux plantes
pour faire ça, pour faire cet assemblage entre l'énergie solaire et le CO2 de l'air, et on obtient des chaînes carbonées avec du carbone et de l'hydrogène. Donc ça, il y a un certain potentiel. On recherche à augmenter ce cycle de recyclage du CO2 sous l'influence du soleil. Aujourd'hui, ce qui est disponible dans le cycle est pas aussi important que ce qui est disponible dans le déstockage des matières. Donc, on regarde aussi d'autres manières de le faire de façon, entre guillemets, artificielle. Et donc, c'est effectivement récupérer peut-être de l'énergie solaire par du photovoltaïque, ou alors de faire du semi-renouvelable, c'est-à-dire aller chercher des sources d'énergie, je sais pas, du nucléaire ou peut-être du charbon pour aller fournir l'énergie qui va permettre de recycler le CO2 et de sortir l'hydrogène. Donc la problématique, elle est là, c'est que sans s'en rendre compte, l'humanité s'est mise à prendre beaucoup, des masses gigantesques dans le stock par rapport aux flux qui sont disponibles. Mais peut-être qu'il y a ça c'est un peu de la théorie, peut-être qu'Aurélie a des choses pragmatiques à donner sur répondre sur la question de la disponibilité en biomasse. Bah, la disponibilité en biomasse, elle est faible, il y en a pas. Tout le monde se bat pour la biomasse en ce moment, dans tous les domaines et donc effectivement, alors déjà on a l'alimentation, après il y a tout ce qui est ameublement, produits bois et ensuite il y a l'énergie. On a déjà les chaudières biomasse, il y en a de plus en plus qui mobilisent bah, comme je disais tout à l'heure, les plus gros flux de plaquettes forestières. C'est pour ça que on conseille de pas partir sur la plaquette forestière pour produire des biocarburants, parce que c'est plus compliqué. Donc, l'idée, c'est d'essayer de se tourner vers des résidus, les résidus forestiers, les résidus agricoles, mais ça demande la mise en place de nouvelles filières de récolte, et ça demande aussi d'avoir des volumes qui sont conséquents. Donc, effectivement, c'est pas sûr que dans le futur, toutes les filières de production de biocarburants ou de produits biosourcés réussissent à trouver leur biomasse. Et c'est bien le problème parce que effectivement, les biocarburants, les produits biosourcés, ça paraît merveilleux parce que c'est un moyen de pas utiliser de pétrole. Mais au-delà du fait qu'il faut développer les filières et avoir des prix compétitifs, il y a aussi la question de la disponibilité de la matière première. Et nous, à l'ADEME, on se rend compte qu'on a de plus en plus de projets qui viennent nous voir, euh, qui utilisent des biomasses, qui utilisent toujours les mêmes biomasses. Et donc, au bout d'un moment, ce sera très compliqué. C'est pour ça aussi que l'industrie du recyclage doit davantage se développer, justement, notamment de recyclage des emballages plastiques et autres, qui permettraient de retrouver justement une nouvelle source après transformation ou éventuellement réutilisation directe selon la composition du plastique, mais faudra aussi intégrer justement cette dimension dans la production d'énergie ou de produits issus de la biomasse, quoi. Et après, on essaye aussi de dire qu'effectivement, la meilleure énergie ou le meilleur produit, c'est celui qu'on consomme pas. Donc, essayer de mettre en avant un peu la sobriété, mais c'est pas encore enfin, la sobriété ou au moins une consommation raisonnée ou moindre. Mais c'est pas encore des messages qui sont très entendables, que ce soit par les ministères ou les industriels. Merci Gérard. Gérard Laruelle, tu as levé la main, tu as une question à poser. Oui, merci à tous de cette discussion-là. Moi, ce que je constate, c'est que déjà la situation n'est pas facile, avec, je dirais, des gens qui travaillent en France. Je voulais savoir un petit peu ce qui se passe à l'international, là, parce que si on développe tout ça en France, qu'est-ce qui va se passer? C'est les avions d'Air France qui vont partir avec du kérosène, on va dire, propre ou presque, de France, et puis quand ils vont aller dans les autres pays, comment ils vont faire? Est-ce qu'il y a des actions équivalentes dans d'autres pays pour que toute cette action-là, je dirais, s'internationalise? Parce que là, c'est bien joli de le faire en France, peut-être en Europe, j'en sais rien, mais quelle est la position de tous les autres pays? Est-ce qu'il y a une organisation internationale qui pousse je dirais, tous ces travaux? Il y a deux points. Euh, alors déjà, il y a le fait que il y a d'autres pays qui développent
relativement à peu près au même rythme que la France. Les biocarburants, par exemple, aux États-Unis, ils ont aussi des filières de production, ou en tout cas, ça sort. Et après, il y a aussi la question de la comptabilisation du biokérosène. Alors, par exemple, Air France, ils mettent beaucoup en avant le fait que, en fait, on a dit tout à l'heure, le biocarburant, il est mélangé largement en amont des aéroports. Donc, finalement, quand la compagnie aérienne achète du carburant, vu les volumes qui sont produits aujourd'hui, alors attendez, il faut que je m'exprime bien pour que tout le monde comprenne bien. Donc, aujourd'hui, on a très peu de biocarburants qui sont mélangés aux carburants fossiles. Et donc, finalement, quand la compagnie aérienne achète son carburant, on ne sait pas si dedans il y a du biocarburant ou pas. Donc, pour être sûr d'avoir du biocarburant, en fait, il faut acheter des crédits. Mais c'est pas, ça veut dire que la compagnie aérienne achète son crédit biocarburant, sans être sûr que ce biocarburant est dans son avion. D'ailleurs. Et Air France en achète 2 fois plus pour Mm. dire qu'ils ont l'aller et le retour. Donc, Mm. ils sont pas obligés d'avoir du biocarburant à l'endroit où ils atterrissent. Je sais pas, par exemple, à Tokyo, même s'il n'y a pas de biocarburant, comme ils ont acheté suffisamment de crédits pour le retour, ils auront aussi du biocarburant. Donc c'est un système qu'on appelle le book and claim qui est en train de se mettre en place pour assurer le fait que il y ait du biocarburant, même s'il n'y en a pas dans le pays de production. Mais ça répond pas à la question qu'au bout d'un moment, effectivement, si à l'étranger, ils ne s'y mettent pas, ça va quand même poser problème. Ouais. Au niveau Je du peux me IATA, permettre. qui est l'Association internationale justement du transport aérien, il y a quelque chose qui est réalisé. Et comme le spécifie Aurélie, on risque il ne faut pas qu'il y ait de distorsion de concurrence. On va prendre un exemple tout simple, hein. La Turquie a développé un des plus grands aéroports du monde. Mm. Pourquoi est-ce qu'ils l'ont fait? Parce que tout simplement, le jour où l'Europe va commencer à mettre en place tout ce système de rachat de Corsia, le Corsia aussi, de rachat de CO2, eh bien, les coûts de production et le coût d'un vol en partant d'Europe risque d'augmenter de manière importante. Il ne faut pas oublier qu'à Charles de Gaulle, la moitié des vols sont constitués de gens qui ne s'arrêtent pas à Paris. Ce sont des gens qui repartent. Si les coûts des vols qui passent par l'Europe explosent, eh bien, vers qui est-ce qu'ils vont s'orienter? Par exemple, vers la Turquie, qui, elle, n'a pas forcément émis l'idée de jouer le jeu. Donc oui, il y a des risques de distorsion de concurrence, clairement. Mm. Très bien. Merci. Merci, oui, c'est passionnant, tous ces aspects. Yves, tu as posé une question concernant le projet BioTijet et puis les financements annoncés par Emmanuel Macron de 200 millions d'euros. Là, tu peux préciser ta question? Qu'en est-il du projet BioTijet, basé sur le procédé Beautiful, aidé par l'État à hauteur de 200 millions d'euros pour une production de 70 000 tonnes par an? C'est à quel horizon et quel est le besoin d'hydrogène dans ce procédé? Jet, effectivement, c'est la suite du projet Beauty Fuel. Donc Beauty Fuel, c'est un projet qui a maintenant plus de 10 ans, qui était financé à hauteur de je sais plus, 30 millions d'euros par l'ADEME, il me semble, et qui vise la production de biocarburants à partir de biomasse par gazéification. Donc l'objectif, c'est de gazéifier la biomasse. On obtient un syngas, un mélange de CO, H2 et d'autres gaz. Et ce COH2, on les recombine par la réaction Fischer-Tropsch pour obtenir du carburant liquide. Et donc BioTijet, c'est la même chose, sauf que l'objectif, c'est d'obtenir du biokérosène à partir de cette biomasse. Et effectivement, en fait, pour la réaction de Fischer-Tropsch, euh, il faut, enfin, la réaction stoichiométrique, c'est d'avoir 2 hydrogènes pour un carbone. Et quand on obtient le syngas, on a un hydrogène pour un carbone. Et donc le fait de ajouter de l'hydrogène pour la réaction Fischer-Tropsch, ça permet d'obtenir ce ratio de 2 hydrogènes pour un carbone et donc d'augmenter le rendement du procédé. Et donc, ça permet d'optimiser finalement l'utilisation de la biomasse. Par contre, cet hydrogène, il est produit
dans le cadre du projet BiotiJet par électrolyse. Donc, pour que ce soit le plus vertueux possible, il faut une source d'électricité renouvelable pour avoir un procédé oui, le plus vertueux possible. Et en termes de volume, effectivement, c'est bien 70 000 tonnes de kérosène qui sont visées pour 2028, l'année de lancement de l'usine. Et alors, l'aide de l'État qui a été annoncée il y a 2 semaines, là, c'est pas très clair encore. On n'a pas tous compris la même chose au sein de l'ADEME en rediscutant avec la DGAC. Donc, je ne saurais pas dire si ces 200 millions visent exclusivement BiotiJet ou vont être partagés entre BiotiJet ou d'autres projets. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que BiotiJet, c'est l'un des projets qui a reçu un financement pour les études d'ingénierie et ils demandent aussi un financement pour l'industrialisation de leur usine. Après, à voir si ces 200 millions seront orientés uniquement vers eux ou pas. Pour le moment, je ne saurais dire. Ah bah, en termes de prix, c'est un projet à 1,5 milliard. Donc, c'est des projets qui coûtent très cher. Et bon, je sais pas, vous voulez. Pardon? Je suis désolée, j'entends pas très Il, bien. il parle du tour de table du financement privé. Ouais. Mm. Ah, j'imagine, oui, qu'ils vont avoir besoin de financement privé, effectivement. Non, pour le moment, nous, on a vraiment accès uniquement au dossier des études d'ingénierie. En termes de financement de l'unité industrielle, on a un plan de financement, mais que je peux pas vous donner là et c'est pas encore complètement définitif. Ça reste dans les ordres de grandeur qu'on a dit tout à l'heure. Mais ils misent beaucoup aussi sur des aides de l'État pour essayer de baisser le prix de vente de leurs produits. Donc, je sais pas, autour de 5 000 euros la tonne, ou plus, au moins. Ok. Au niveau, Michael, des recherches qui sont menées, est-ce que on continue à engager des recherches importantes sur d'éventuels nouveaux procédés de carburant d'aviation durable, ou est-ce qu'on considère que avec ce dont on a parlé là, les BTL, les HVO, les ATJ, on a fait le tour de la question? Alors, j'aurais tendance à dire qu'on n'a jamais eu autant de projets de recherche sur les carburants qu'en ce moment. On a beaucoup de choses qui se mettent en place. On a Volcan, par exemple, qui est un projet qui est en cours, qui est financé par la DGAC, et on s'intéressait justement sur les 100% SAF, donc le fait d'augmenter les taux. Et on s'intéressait aussi sur les aspects émissions, notamment tout ce qui sort après la combustion, et on a fait des essais en vol avec un avion suiveur qui venait renifler toutes les émissions pour voir quels étaient l'impact justement de ces carburants alternatifs sur ce qui était émis en sortie de l'avion. Donc il y a beaucoup de choses. On parle souvent de l'aviation civile, mais il faut pas oublier l'aviation militaire, parce que dès que vous allez changer le carburant, comment est-ce que ça va se comporter à l'intérieur de notre Rafale? Est-ce qu'il va avoir toujours le même domaine de vol? Est-ce qu'il va pouvoir réaliser ses missions telles qu'elles étaient déterminées jusqu'à aujourd'hui? Est-ce que ces carburants alternatifs pourraient avoir un impact positif? Je vous parlais tout à l'heure des émissions. Est-ce que le fait de plus avoir d'aromatiques pourrait limiter la signature infrarouge, et ce qui pourrait me permettre d'augmenter sa discrétion? Donc non, il y a jamais eu autant de sujets sur la table qu'en ce moment, et des projets, il y en a. Là, on en a 2, 3 qui sont en train de se monter. On parle même aussi des BizJet, on parle aussi des petits avions. Il y a beaucoup de choses qui sont en cours en ce moment.
Alors, ben, je précise, je saisis l'occasion, là, tu as parlé des petits avions, donc l'aviation légère, pour passer une annonce. Donc, la 3F organise ben, avec la Fédération française aéronautique et la DGAC une journée aviation légère le 4 octobre à la DGAC Paris, hein, dans l'amphithéâtre de Farman de la DGAC. Et on va aborder une session sur les aspects énergie. On abordera d'autres aspects sur de l'aviation légère et donc notez bien cette date pour ceux qui sont intéressés du 4 octobre 2023 à la DGAC pour l'aviation légère. Vous trouvez toutes les informations sur le site de la 3AF. Voilà. D'autres questions en ligne? J'ai pas vérifié le chat. Jacques posait la question sur l'industrie chinoise, Ah oui, sur d'accord. les Chinois. Oui. Moi, ce que je peux vous dire au niveau du chinois, au niveau de l'industrie chinoise, c'est qu'ils travaillent sur ces sujets, clairement. On a eu un projet européen, sino-européen qui s'appelait Alternet, qui devait travailler sur ces aspects-là. Alors, on n'a pas eu de chance, on a été en plein Covid, ce qui fait que les choses ne se sont pas passées comme on l'entendait, mais il n'empêche que les Chinois travaillent en interne, on voit pas forcément beaucoup de choses, et ils ont beaucoup développé la filière huile de friture usagée, parce qu'en Chine, il y a beaucoup de production de ces aspects-là, et donc ils essayent de travailler. Maintenant, au niveau de la certification, ils travaillent tout seuls, comme en plus ils ont un marché interne qui est gigantesque en termes de vol et d'aviation, ils sont plutôt repliés sur eux. C'est pas forcément évident de voir ce qui se passe en Chine, mais en tout cas, ils font quelque chose. Et alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, pas sur le chat. Est-ce que quelqu'un... Pardon, c'est Philippe à nouveau. J'en ai une là, moi sur le ça. Je vais voir si je peux mettre ma caméra Ah, en pardon. place. J'y arrive pas. Vas-y, ben, vas-y, pose la question de... Juste, on parlait là de tout à l'heure des ambitions SAF. Donc il y a le programme RefuelEU avec sa target de 6 là pour 2030 et les US eux ils parlent de 10 pour 2030, 10%. Ça vous paraît réaliste ou ça vous paraît un peu au vu de ce qu'on disait tout à l'heure sur la disponibilité de la biomasse, ça vous paraît atteignable 10% au départ des US? Je peux suis me vraiment pas permettre, experte de si je peux me ce qui se permettre, passe aux US. Je- je ne sais pas si vous sans- m'entendez. Oui, Oui, oui. C'est Georges Lachenot, je suis un ancien d'Air France, j'étais le responsable de tous les achats carburants d'Air France et de KLM. Donc j'ai suivi effectivement avec grand intérêt tout ce qui a été dit dans cette conférence. Par contre, je pense que il y a beaucoup de questions que vous êtes posées, d'une part sur les volumes, tant en France qu'en Europe qu'au niveau mondial, tant sur ce qu'on appelle les pathways, donc les différents effectivement procédés de fabrication pour le SAF. Toutes ces réponses-là pourraient être intéressantes pour vous par consultation en fait du rapport de la TAG qui a été fait fin 2021 et qui regroupe en fait toutes les compagnies aériennes, les constructeurs aéronautiques, l'aviation d'affaires, les services de navigation aérienne et les aéroports. Donc, dans ce rapport, travaillé de manière assez précise, il est précisé quelle pourrait être la vision mondiale en termes de SAF et tout un tas d'informations également sur les différentes filières, que ce soit les filières EFA, qui effectivement, comme vous l'avez dit, ne représenterait qu'une faible part des besoins de décarbonation du transport aérien, puisque selon les scénarios qui ont été étudiés par le groupe ATAG, la production de SAF en provenance de l'EFA, en fonction des trois scénarios qui ont été présentés, ne serait que de 7, 6 ou 8% à l'horizon 2050. Les autres moyens de production des SAF devraient être autour de la filière ATJ et Fischer-Tropsch,
entre 43 et, je dirais, 50%, le plus bas étant 37, on peut dire entre 37 et 50%. Et l'autre production est le power to liquid, c'est-à-dire la filière des e-fuels, qui devrait contribuer entre 42 et 57% des besoins du transport aérien. En termes de demande mondiale, alors effectivement, les compagnies aériennes au sein de la TAG ont fait valoir le besoin de voyage des habitants du monde entier, et avec en fait un TCAM moyen de croissance du transport aérien de 3,1% par an à compter de 2025, puisque l'idée, effectivement, est de retrouver une certaine croissance après la crise Covid, croissance qui sera tirée essentiellement par l'Asie et le Moyen-Orient, avec une croissance un peu plus faible en Europe, dans un scénario qui serait un scénario de business as usual. L'ensemble des émissions de CO2 sur la période de 2021 à 2050 se chiffrerait à 21,2 gigatonnes. Et en 2050, en fait, si on laisse faire, il faudrait abattre 1,8 gigatonnes de CO2. Donc, pour ce faire, effectivement, on a réfléchi et on trouve que le SAF, à l'horizon 2050, devrait couvrir à peu près 65% de l'effort de décarbonation nécessaire du transport aérien, tout ça pour s'inscrire dans la trajectoire des accords de Paris qui donne 1,5 degré de réchauffement. Alors, pour éviter ce réchauffement. Alors, j'ai entendu tout à l'heure des chiffres sur la production, la vision mondiale. La production de SAF, dans ce rapport-là, il est indiqué qu'elle devrait atteindre 23 milliards de litres en 2030, ça fait 23 000 kilomètres cubes, pour passer à 90 milliards de litres en 2035 et atteindre 449 milliards de litres en 2050. Alors, j'ai entendu aussi parler des mandats. Effectivement, à l'heure actuelle, tout le monde travaille sur ces mandats en France, en Europe. Je pense que ces mandats ont le mérite d'exister. Je pense que Air France va aller au-delà de ces mandats et va s'alimenter en SAF pour pouvoir les satisfaire, bien sûr sur le marché français, mais sur le marché français, pas seulement, puisque en fait Air France a décidé d'aller au-delà de ces mandats et effectivement on va acheter du carburant, du SAF aux États-Unis, parce que effectivement aux États-Unis ils sont beaucoup plus avancés que ce qui peut se passer en Europe et en particulier en France, où il se passe pas grand-chose à part ce qui est fait, d'après ma connaissance, par Total, effectivement, sur le site L'AMED. dont l'AMED, c'était un début, mais en fait, ils ont le projet, effectivement, de faire, je crois que c'est les Grands Puits, Oui. dont on a parlé tout à l'heure, et effectivement, sur le Grand Prix, je crois qu'il y a un tonnage assez conséquent qui devrait satisfaire effectivement les mandats européens, le mandat français, puisqu'en fait il est assez faible sur les premières années. Mais aux États-Unis, il faut savoir que Air France achète aux États-Unis parce qu'il y a des aides. Effectivement, les États-Unis ont fait un effort très conséquent pour développer la filière SAF au-delà de la filière EFA et on peut dire que subventionne des compagnies aériennes puisqu'il y a une tarification spéciale pour nous inciter à prendre du carburant aux États-Unis. Voilà. Donc, pour ce qui est des coûts, effectivement, il y a si on compare les coûts, je veux dire, au niveau du kérosène, je veux dire, le range des coûts au niveau du kérosène sur les 20 dernières années, il est cité dans le rapport de la TAG
entre 135 dollars et 1400 dollars la tonne. Et donc, vous voyez un range assez important. Et dans l'étude qui est donnée par la TAG, on voit effectivement que, bien sûr, le SAF est plus cher, mais ça dépend où est-ce qu'on met la barre pour le prix du kérosène. Et normalement, ce qu'on entend aujourd'hui, c'est que la production de SAF devrait être de l'ordre de 4 à 8 fois plus cher que le kérosène. Et on voit qu'en fait, les différents processus de fabrication, que ce soit l'EFA ou la TJ ou le Fischer-Tropsch, conduit à des coûts effectivement qui sont au jour d'aujourd'hui très élevés et qui par contre au fil du temps effectivement diminuent et restent a priori dans le range des coûts du kérosène des compagnies aériennes jusqu'à présent sur les 10 dernières années. Par contre, effectivement, sur la filière faite au niveau du procédé PTL, effectivement, les coûts de production sont énormes actuellement, puisqu'effectivement, c'est une filière qui ne peut démarrer qu'avec de l'hydrogène vert. Et il y a toute cette production, mais a priori, les coûts devraient diminuer dans le temps pour se rapprocher du coût des autres filières. Ensuite, que vous dire d'autre? J'ai entendu tout à l'heure l'approvisionnement en SAF. Alors effectivement, à l'heure actuelle, il faut ce qui est toléré par la STM, dont on a parlé tout à l'heure, c'est nous on considère que le SAF c'est du kérosène, hein. Donc le SAF, s'il est certifié par la STM, c'est du kérosène comme la certification actuelle à ATJ sur le kérosène. Donc il est mélangeable. Alors au niveau des moteurs, effectivement, à l'heure actuelle, Nestlé et Safran réfléchissent sur l'idée d'aller au-delà de 50% d'incorporation sur le kérosène. Bon, je ne sais pas quand ces études vont aboutir, mais l'idée, effectivement, est de pouvoir monter en charge. La STM considère que jusqu'à 50%, tout est possible. Ces mélanges-là, c'est des mélanges très précis. Il faut faire extrêmement attention. Il faut un suivi, il faut dans le temps, etc. Et en règle générale, vous savez qu'à Paris, l'alimentation des aéroports parisiens, ce qui est d'ailleurs l'essentiel de la consommation de carburant en France. Vous avez les autres aéroports régionaux, mais en fait, l'essentiel des prises en France est pris à Paris. Paris, que ce soit CDG Orly, est alimenté le plus souvent par, d'ailleurs quasiment totalement, par Trapil, avec des installations qui sont au Havre. Et ensuite, vous avez le réseau Trapil qui amène le kérosène à Roissy et Orly. Et les mélanges, a priori, se font au niveau du Havre, de la cime. Et donc, je ne sais pas si la production française sera au rendez-vous pour la décarbonation, mais en tout état de cause, sachez qu'en Europe, on a beaucoup parlé de Nestlé. Et effectivement, j'ai entendu tout à l'heure, Nestlé réfléchit à l'heure actuelle, ils produisent en Hollande, ils vont développer aussi quelque chose à Singapour. Et vous avez d'autres entreprises européennes qui travaillent sur le SAF. Moi, en France, j'entends parler que de Total. Et à part des expérimentations bien précises, comme on a parlé tout à l'heure du Biotifuel à Dunkerque, où effectivement, ce sont les prémices d'une filière e-fuel qui démarre. Bon, il faut savoir qu'aux États-Unis, on incite beaucoup les compagnies à prendre du SAF. Il est donc aussi moins cher. Il est disponible et un peu moins cher parce qu'il y a des aides. Donc, effectivement, vous avez entendu dans la presse qu'Air France qui va bien au-delà de ce qui est requis en termes de mandate, que ce soit dans le cadre de Fit for 55, en fait, prendre du pétrole, SAF aux États-Unis. Par contre, le book and claim dont on a parlé tout à l'heure, effectivement, je ne pense pas qu'il soit retenu parce qu'à l'heure actuelle, en France,
effectivement, on sera obligé de prendre du fioul, du SAF en France, parce que l'idée générale prônée par les compagnies aériennes au sein de l'IATA, c'était de dire à la limite, il nous faut le book and claim, parce qu'on va acheter du SAF là où c'est pas cher. Et puis, donc, ça peut effectivement privilégier certaines compagnies par rapport à d'autres, etc. Mais enfin, bon, pour les compagnies aériennes, le poste de carburant est un poste très important dans le DOC, dans le DOC. Et donc, l'idée, quand même, c'est de prendre du fuel, du SAF. On veut bien prendre du SAF, mais là où il est pas trop cher. Mais bon, maintenant, les contraintes réglementaires nous font, enfin, qu'Air France sera obligé de prendre du SAF pour ses vols au départ de Paris, en fait, en France. Voilà. Merci Georges pour ces explications. J'ai affiché, je ne sais pas si vous le voyez à l'écran, un graphe qui indique les besoins en carburant d'aviation durable à court, moyen et long terme, qui corrobore un peu les chiffres que tu viens de donner. Sur ce graphe, on voit France, Europe et monde. France et Europe, bon, on a une trajectoire qui est très proche. Par contre, pour le monde, on voit que la pente est beaucoup plus forte. Ça s'explique comment? Ça, c'est par la croissance attendue des pays émergents? Oui, parce qu'en fait, en Europe, on a la chance d'être dans une région où le voyage, effectivement, les taux de croissance au voyage seront plus faibles, mais malgré tout, dans certaines autres régions du monde, que ce soit effectivement l'Afrique, l'Asie, on pense qu'il y aura une forte demande de voyage, et donc c'est pour ça que les taux sont aussi importants, hein. Je veux dire, il est prévu quasiment au niveau du transport aérien, on prévoit quand même de doubler le nombre de passagers en 2050, hein, par rapport à ce qui se passe maintenant. Je précise que c'est un graphe qui vient de la revue Aerocosmos, hein, j'ai pas mis le crédit. Oui, ben, vous savez, vous avez un document très intéressant. En fait, il y a plusieurs documents qui sont très intéressants sur cette thématique. C'est le rapport Waypoint 2050, et puis pour l'Europe, le rapport de destination 2050 qui reprend effectivement les principales données et la feuille de route en matière de SAF. Et puis, vous avez cité tout à l'heure, bien sûr, l'OACI. C'est des documents très importants et qui sont des synthèses, effectivement. On est proche de la fin. Merci Georges, c'était très intéressant. Si tu peux, soit sur le chat, là, pendant la minute ou les 2 minutes qui restent, nous donner les liens ou les références des rapports que tu as cités, très intéressants, de la TAG et de je sais plus de quelle autre instance. Il y a la TAG et puis le document Waypoint 2050. Ouais. Voilà. D'accord. 2050. Bon, je pense que tout le monde a noté. Oui. Eh bien, écoutez, encore une fois, comme on a abordé un sujet passionnant, eh ben, on voit que le temps passe vite. Donc là, il est temps de clore cette matinale. Moi, j'ai appris beaucoup de choses. Pour terminer, je voudrais remercier en premier lieu les 3 experts hein, qui ont animé parfaitement cette matinale sur cette question d'actualité brûlante, et également toutes les participants et participants qui ont bien interagi. Et donc, ça nous donne évidemment l'envie de continuer à animer ces matinales. Donc, surveillez bien le site de la 3AF. Les sujets sont variés. Ils adressent l'aéronautique et l'espace. On a déjà eu une matinale sur l'accès à l'espace avec les lanceurs spatiaux. Voilà. Merci à toutes, merci à tous. Et Merci. à la prochaine fois pour